Alors, vous avez envie de savoir, j'en suis sûre, ce qu'il se passe de plus excitant, parfois génial ou comique, voire perturbant dans le milieu de la blockchain, qu'on peut appeler aussi la cryptosphère. Eh bien, cela tient en 3 lettres, les NFT, ou de leur petit nom, les Nifties. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça pourrait changer demain? Je poserai toutes ces questions à Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadix Labs, un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos, Tezos étant une crypto-monnaie. Je poserai aussi la question à Simon Pollereau, président et directeur général de l'ADAN, une association professionnelle pour le développement d'un secteur industriel en France sur les crypto-actifs. Et également, mais ce sera en visio, à Pierre-Nicolas Hurstel, qui est le PDG de Ariani, vous me direz comment on doit prononcer, qui est un consortium indépendant à but non lucratif dont la mission est de construire une norme mondiale pour la certification numérique des objets de valeur. Alors, on va démarrer avec d'abord une définition du NFT et de son utilité, Adrien. Ben, écoutez, oui, commençons par ça. Merci tout d'abord de nous donner l'opportunité de participer à cette émission. Le NFT, en fait, c'est la représentation digitale, on va dire, unique et indivisible d'un actif qui peut être soit réel, typiquement un objet, une peinture, une statue, une œuvre d'art, ou d'un actif qui est digital, typiquement un tweet, une vidéo, une image. Et ce qu'on va faire, ces actifs-là, en fait, ils ont une caractéristique qui est importante, ils sont uniques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire l'unicité, c'est vraiment le mot important, c'est l'unicité. On va inscrire cette unicité sur une blockchain, qui est un registre distribué, et on va représenter ces actifs sous forme de ce qu'on appelle les NFT, non-fungible tokens, ou les tokens non fongibles. Et donc, représenter, inscrire l'unicité sur blockchain et permettre l'échange de ces actifs et de la propriété associée à ces actifs sur ce réseau pair à pair, donc sur une blockchain, de manière assez facile en fait. Voilà Quelque chose à ajouter, Simon, sur la définition du NFT? Merci. Alors non, je pense que je suis d'accord avec la définition évidemment. Je pense qu'on peut essayer de faire un petit parallèle. Comme on connaît bien un peu maintenant les crypto-monnaies, un peu, hein. Un petit peu. On commence un petit peu mieux à comprendre les crypto-monnaies. Ouais. C'est ce support blockchain qui a permis en fait de donner des caractéristiques un petit peu tangibles à des actifs qui sont en fait complètement virtuels. La différence entre une crypto-monnaie et un NFT, c'est vraiment ce côté, ce que Adrien a dit, non fongible, c'est-à-dire qui n'est pas interchangeable. Alors déjà, c'est pas une monnaie. Exactement. C'est un actif. Donc ça peut être un actif physique ou virtuel, j'essaie de résumer. Oui, tout à fait. Et il n'est pas interchangeable, c'est son caractère donc non fongible, donc il est unique. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de NFT dans les médias, c'est pour nous parler de vente aux enchères. Oui. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est lié à ce système d'enchères? Alors, c'est, je pense, dû à la nature des premiers NFT qui marchent aujourd'hui, c'est-à-dire des NFT qui sont en lien avec le domaine de l'art, essentiellement, ou du jeu vidéo. Dans l'art, c'est un mode de vente assez commun, la vente aux enchères, puisque la découverte de prix sur un objet artistique est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué. L'estimation d'un bien. Mm-hmm. Donc un artiste, il peut attribuer une valeur à son bien, mais le public peut très bien y attribuer une valeur plus importante. Donc le mécanisme de vente aux enchères, ça permet de découvrir un peu un prix avec un public autour d'un mécanisme, autour d'un objet déterminé. À la différence d'un marché plus traditionnel qui est plutôt du coup pour les objets interchangeables, puisque vous achetez une quantité. Ouais. Là, vous achetez un objet en particulier et donc le mécanisme de vente aux enchères prend tout son sens. Alors, on va demander à Pierre-Nicolas Hurstel aussi d'intervenir sur ce moment où on ne parle plus que de ça pratiquement, surtout aux États-Unis, des NFT. Pourquoi cette folie des Nifties, selon vous, Pierre-Nicolas ? Alors, pourquoi la folie? Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette technologie, ça fait plusieurs années qu'elle existe, et elle est effectivement intéressante parce qu'elle permet de créer de la rareté numérique.
Elle permet de créer ce qui n'était jamais arrivé avant, de la valeur sur Internet. Et je vais, pour compléter la liste des définitions, je dirais que dans le monde d'avant les NFT, si j'ai une photo sur mon ordinateur et que je vous l'envoie à tous les 3 en plateau, on a maintenant 4 photos sur le réseau. Avec un NFT, on a la certitude qu'il n'existe qu'une représentation d'un quelconque élément digital. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est l'idée de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire désormais de manière complètement numérique quand on est capable de prouver qu'on a quelque chose d'unique, une pièce unique de valeur qui représente quelque chose de physique ou de digital. À quoi pouvons-nous avoir accès ? À quelle communauté on peut avoir accès ? À quel service on peut avoir accès ? Finalement, qu'est-ce qui devient possible quand on peut faire une preuve numérique de manière simple et automatique de la propriété de quelque chose d'unique. Et donc, je pense que c'est ça qui devient, qui est très intéressant et qui enflamme, je dirais, l'écosystème en ce moment. C'est très intéressant, évidemment, pour l'art, c'est très intéressant pour la photo, et c'est très intéressant pour énormément d'autres applications. Nous, on travaille sur les objets de valeur, mais il y aura énormément d'autres déclinaisons possibles, parce que ces possibilités qui sont ouvertes n'ont jamais été vues sur Internet avant l'émergence de cette technologie. Oui, c'est ça qui est très excitant, hein. C'est ce champ des possibles à explorer. C'est comme si on posait les premiers pas sur la Lune, un peu, avec les NFT en ce moment. Et d'ailleurs, parfois, on a l'impression d'être totalement sur la Lune quand on voit le premier tweet de Jacques Dorsey qui part à 2,9 millions de dollars. Bon, en plus, c'est pas un tweet extraordinaire, hein. Il explique juste, alors on le voit à l'antenne, ça y est, il arrive sur Twitter. Bon, très bien. Ça vous évoque quoi, ça ? Je pense que c'est une industrie qui est nouvelle. Et comme toutes les industries nouvelles, au début, il y a un phénomène de hype important. Mais peut-être j'aimerais rebondir sur le précédent point, sur pourquoi cette folie. Je pense qu'il faut dire aussi que le champ des possibles est vraiment élargi, parce qu'on a un phénomène de liquidité qui peut arriver, notamment sur le marché de l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez représenter des actifs qui sont uniques, sous forme de tokens non fongibles, oui. Et derrière, l'échange est beaucoup plus simple. Donc vous avez beaucoup d'artistes qui se tournent vers cette technologie pour créer... Il est plus simple et sécurisé. Oui, et on élimine le tiers de confiance. De la blockchain. Donc on peut faire ce mécanisme d'enchère sur blockchain, sans tiers de confiance, et sans avoir besoin de passer par les méthodes traditionnelles qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, en fait, la création de liquidité, je pense qu'elle amène aussi cette folie, si je puis dire, mais plutôt cet engouement. Normalement, oui. Voilà. Parce que Jacques Dorsey nous dit attention, c'est pas qu'un tweet là qui s'est vendu. Je pense que des années plus tard, les gens réaliseront la vraie valeur de ce tweet, comme le tableau de Mona Lisa. C'est loin, Jacques Dorsey. Un petit peu ambitieux par rapport à son tweet. Mais je pense que c'est la valeur là vraiment effectivement historique aussi qui joue. Le tout premier tweet de Twitter. On voit les toutes premières œuvres d'art. Il y a Beeple qui a vendu une œuvre là à 69 millions de dollars. C'était la première vente aux enchères d'un NFTs à Christie's. Donc je pense que là on est vraiment dans une phase de découverte et aussi une appropriation d'un phénomène par des personnes qui par ailleurs étaient connues. Je veux dire, Jack Dorsey et Elon Musk, évidemment, sont connus pour d'autres raisons que ces ventes de NFT. Et ça ouvre un nouveau public, en fait. C'est ça qui crée aussi ce phénomène normalement. C'est que ce phénomène de NFT qui n'est pas vraiment nouveau sur le plan technique. Les premiers NFT sont nés en 2012-2013. Alors, c'était encore assez balbutiant en termes d'usage, mais sur le plan fonctionnel, fondamental, on n'est pas très éloigné de ce qui existe aujourd'hui. Simplement, ici, on sort en fait d'un milieu, d'un microcosme pour arriver... Parce que le NFT, ça remonte à quoi ? 2012, c'est ça ? Oui, c'est ça. Les premiers projets étaient construits sur la blockchain Bitcoin, en fait. En 2012-2013, on a commencé à avoir des premiers emballements, mais dans la communauté microscopique qui était à l'époque sur les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un des vecteurs vraiment importants de démocratisation des cryptoactifs en général, puisqu'on sort d'un public un peu spécialiste et on arrive sur un public de personnes connues, d'artistes et de développeurs de jeux vidéo, donc des gens qui, par nature, peut-être ne sont pas spécifiquement intéressés par les cryptoactifs. Et par les NFT, ils ont cette accroche particulière.
Bon, alors je précise quand même que les 2,9 millions de dollars n'iront pas dans la poche de Jacques Dorsey. Il s'est engagé à reverser les bénéfices à une organisation qui lutte contre la pauvreté. Pierre-Nicolas Hurstel, on a évoqué l'intérêt du NFT dans le domaine de l'art, dans le milieu de l'art. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui ont tout intérêt à adopter cette technologie ? Nous, on en est convaincus. Et d'ailleurs, c'est vrai que toute cette hype autour de ces millions de dollars pour des œuvres numériques, elle est intéressante parce qu'elle fait parler de cette technologie. On peut enfin mettre ces 3 lettres, nous, dans nos présentations quand on discute avec des marques, avec des clients, avec des partenaires. Mais il ne faudrait pas qu'elle fasse oublier que finalement, on peut faire bien plus. On peut faire bien plus. Et nous, on a appliqué depuis déjà plus de 4 ans, on travaille sur cette technologie. On l'applique à l'émission de doubles digitaux pour des produits de valeur, donc une sorte de passeport numérique qui vont accompagner la vie d'un produit de mode ou de luxe. Et on en a distribué et émis avec des très grandes marques, plusieurs centaines de milliers déjà, qui sont dans les mains de consommateurs finaux, qui sont des gens qui n'utilisent pas habituellement de services sur la blockchain, qui ne possèdent pas de crypto-monnaie, qui ne sont pas, si vous voulez, dans cette communauté-là. Donc oui, bien sûr, il y a un usage. L'exemple du passeport digital qu'on applique aux montres, aux sacs, aux produits de mode et qui vont permettre de suivre leur vie, de pouvoir avoir de la transparence sur leur histoire après qu'ils aient été produits, de faciliter leur transmission, là aussi, avec peut-être un bémol par rapport à ce qui était dit précédemment. Ça rend... Le NFT rend très facile la possibilité de prouver qu'on est bien le propriétaire légitime d'un objet authentique, mais tout ne peut pas être dématérialisé. Nous, on pense qu'on va devoir encore pendant plusieurs années s'appuyer sur des plateformes existantes pour s'assurer, faciliter ou en tout cas ramener de la confiance par rapport à l'objet physique. Mais oui, la mode, le luxe, peut-être demain les médicaments, peut-être demain certains produits consommables. L'intérêt étant, encore une fois, de pouvoir associer, donner vie sur le réseau à un objet physique qui n'est pas connecté, et à travers cette vie qu'on va donner sur le réseau à cet objet physique, de pouvoir faire plus de choses que ce qu'on pouvait faire quand on n'avait pas le double. Encore une fois, accéder à des communautés, accéder à des services, prouver qu'on en est le propriétaire, le transférer, interagir directement avec celui qui l'a produit tout en gardant nos données personnelles protégées. Donc voilà, il y a un champ infini de possibilités autour de ce petit objet numérique unique qu'est le NFT, bien au-delà de l'art et de la crypto. Quelles sont les plateformes où on peut acheter des NFT? Où est-ce qu'on les trouve, ces NFT? Alors, Adrien. En fonction, il y a, sur Tezos par exemple, il y a plusieurs plateformes. Il y a une plateforme qui s'appelle Ik et Nunc, Calamint, OpenSea aussi, qui est une plateforme où on peut émettre ces NFT. Comment on les connaît? Comment on apprend à les découvrir? Bon, il faut faire partir un petit peu du milieu, je dirais. Oui, alors ça commence à devenir de plus en plus facile à trouver. Je pense que sur Internet, sur Google, on trouve assez facilement ces plateformes. Mais effectivement, il n'y a pas de difficulté pour s'y connecter et procéder à l'achat? Alors, il y a quand même une petite barrière à l'entrée qui est que ces achats se font en crypto-monnaie. Oui, pour le moment, oui. Donc, il y a quand même la nécessité d'avoir un portefeuille de crypto-actifs. C'est là où on trouve le lien avec Tezos, c'est ça, d'accord. Exactement, qui est Tezos, Ethereum, donc toutes les blockchains sur lesquelles on peut créer ces types d'actifs. En fait, quand vous vous connectez sur ces sites-là, les prix sont affichés en Tezos, en Ether. Et quand même, de l'autre côté, de la même façon, est-ce que tout le monde peut créer un NFT? Oui, tout à fait. Tout le monde peut créer un NFT. Alors, je vais citer l'exemple d'une joueuse de tennis, quand même, Olenka, qui a mis en vente juste une parcelle de son avant-bras. On peut aussi parler de la marque Pringles, qui a lancé CryptoCrisp, une saveur virtuelle. Donc tout le monde, toutes les marques, n'importe qui peut créer du NFT. Tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est que y a ce phénomène de hype, mais il y a aussi une certaine conscience dans le milieu artistique
qui souhaitent créer pour se défaire un petit peu des tiers de confiance et donc d'utiliser cette technologie pour créer et puis commercialiser leur création et qui font un choix aussi technologique. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, nous, sur Tezos, de gens qui vont sur la technologie Tezos pour émettre des NFT parce que c'est une technologie qui est très peu consommatrice en énergie. Typiquement, si vous utilisez une blockchain qui a un algorithme de consensus plus énergivore, vous allez émettre 3 NFT avec un coût carbone qui serait équivalent au poids d'un ours polaire, alors que sur Tezos, comme c'est très peu consommateur en énergie, le coût carbone va être équivalent, par exemple, à un flocon de neige qui se déposerait sur le nez de... Et Tezos, c'est open source? Tezos, c'est open source, c'est une technologie qui est donc très peu consommatrice en énergie, qui est évolutive, c'est-à-dire qu'on peut amener de l'innovation technologique sur Tezos sans arrêter le logiciel, et qui est fiable parce qu'elle utilise des langages de programmation qui sont issus de la recherche française. Et c'est français, oui. Alors c'est global, mais c'est principalement développé par Nomadic Labs, qui est une entreprise française d'aujourd'hui 60 personnes basées à Paris. Oui. Simon Pollereau, est-ce qu'il y a des arnaques sur les NFT? Alors, c'est une très bonne question. Il y a effectivement des arnaques et vous l'avez dit, n'importe qui peut créer un NFT. Qui dit n'importe qui dit parfois n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous laissez... c'est une des caractéristiques principales. Je ne sais pas si acheter la parcelle de bras, de l'avant-bras d'une joueuse de tennis professionnelle, est-ce que c'est une arnaque? Je ne sais pas. Alors, c'est toujours un peu la frontière est compliquée quand on est en train de parler de problématiques, enfin d'art, d'objets un peu virtuels, etc. Donc, il faut quand même rester un peu prudent. Qui est en train d'émettre le NFT? Parce que n'importe qui peut le faire encore une fois, mais potentiellement pas la personne qui a créé l'actif. Donc, on pourrait très bien avoir des contrefaçons. On pourrait très bien avoir 2 NFT pour le même actif. Que chacun peut. Donc, il faut faire très attention à la provenance. Il faut faire très attention aussi aux plateformes sur lesquelles on achète ces NFT. Donc, on en a cité quelques-unes. Donc, renseignez-vous un petit peu à l'avance parce que, évidemment, quand on commence à avoir un boom comme ça sur quelque chose qui est ouvert, facile d'accès, ça attire évidemment des gens très talentueux, ça attire aussi des opportunistes, des personnes qui vont essayer simplement de se faire le plus d'argent possible sur une hype qui est en train de se créer. Donc. Alors même Elon Musk est très prudent puisque il a voulu se lancer sur les NFT en créant une musique électro et finalement il a décidé de se retirer en disant que en fait il trouve pas ça tout à fait juste, il passe son tour sur ce coup-là. On va le réécouter quand même, cette création d'Elon Musk. Bon voilà, effectivement ça laisse songeur. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un tel objet aux enchères? Alors ce qui est amusant avec cet objet-là, c'est que c'est un objet ironique en fait. C'est un NFT qui se moque du NFT. Et pourtant, il y avait quand même des enchères qui étaient montées à plusieurs millions de dollars pour acheter le NFT. Donc on est quand même sur quelque chose de... difficile de donner un prix à un NFT encore aujourd'hui. Et effectivement, là, on voit qu'il y a un emballement parce que quand on arrive à des prix comme ça sur des choses qui sont à l'origine d'une blague... donc c'est bien aussi qu'ils remettent un peu les choses à plat, Elon Musk, de temps en temps. Pierre-Nicolas Hurstel, quels sont... alors là, on va parler des clients sérieux, des acheteurs sérieux que vous avez déjà, vous, chez Ariane. Ariane ou Ariani, d'ailleurs? Tiens, je ne vous ai pas posé la question. Ariani, on dit Ariani. Et effectivement, quand vous posiez la question où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des NFT, comment manipuler des NFT, aujourd'hui, si vous êtes un client de la marque Bash et que vous souhaitez revendre un de vos produits, vous allez pouvoir manipuler un NFT. Si vous achetez une montre Breitling, une montre Vacheron Constantin, un sac RSVP, un sac, une paire de chaussures Satoshi Studio, il y a énormément de marques, petites et grandes, qui aujourd'hui émettent et distribuent des NFT pour accompagner les produits qu'elles vendent. Et c'est très important cette question de la source que Simon évoquait tout à l'heure. Notre technologie, elle permet de vérifier à tout moment qui est la source du NFT. Donc on a créé des identités de marque. En fait, chaque marque qui émet des NFT doit avoir une identité de marque reconnue sur le réseau, qui a été vérifiée par le consortium. Donc, c'est très, très important, cette notion-là, et elle est au cœur de notre technologie. Et l'autre élément important, c'est que finalement, on a créé des solutions et des interfaces pour les clients finaux qui permettent d'utiliser ces NFT de marque
sans avoir de crypto-monnaie, sans avoir à manager un portefeuille de crypto-monnaie. On a inclus tout ça dans des applications, dans des web applications avec des parcours clients simplifiés. Et donc finalement, on a une croissance vraiment exponentielle du nombre de NFT que les marques émettent. On avait, je dirais, une centaine de milliers d'NFT créés sur notre technologie à la fin de l'année dernière. On en aura plus de 3 millions à la fin de cette année, avec de plus en plus de marques qui rejoignent et qui, je dirais, saisissent cette opportunité de pouvoir distribuer ces NFT-là. C'est une sorte de certificat de propriété, en fait, ce que vous dealez sur Ariani. Oui, ce sont des passeports numériques qui viennent accompagner la vie du produit, qui viennent remplacer le certificat d'authenticité quand il y en avait un, mais qui ouvrent bien plus de possibilités puisqu'ils vont permettre aux clients qui l'a en main d'avoir accès à des services, à de la reconnaissance, à des possibilités de transfert et de transmission qui sont largement simplifiées, avec beaucoup plus de confiance que dans le passé. Alors moi, je me souviens d'ailleurs, j'avais fait une interview du fondateur d'Ariani, c'était avant le lancement, donc c'est pas tout récent et on a quand même des projets français qui comptent aujourd'hui dans le monde du NFT. On a parlé, avant que vous n'arriviez, on a parlé de Sorare, là on a Ariani avec nous. On est plutôt bien positionné pour le coup sur cette technologie ? Alors oui, je dirais que la France est particulièrement bien positionnée. Vous avez cité les deux entreprises qui sont en fait très grosses et très importantes dans le secteur des cryptoactifs. Sorare, c'est connu dans le monde entier et il y a une énorme demande en dehors de France. Ce n'est pas un produit franco-français. Ariani aussi a une belle notoriété. Donc, et on a d'autres projets évidemment qui sont plus balbutiants. Mais en tout cas, on a je pense, identifié en France... les entrepreneurs français ont identifié assez tôt le potentiel de la technologie. Donc on est très content de voir que ça fonctionne, puisque c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. Adrien, juste rapidement le mot de la fin. On a un enjeu de souveraineté aussi sur cette question ? Toujours, quand on utilise une technologie sous-jacente, donc une blockchain, il y a un enjeu de souveraineté parce que les données relatives à l'échange de ces actifs, elles sont stockées sur un réseau distribué. Donc, il vaut mieux que l'évolution de la technologie sous-jacente, elle soit maîtrisée dans le pays de son choix. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre-Nicolas Hurstel, CEO d'Ariani. Merci à Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadix Lab. Et merci à Simon Pollereau, président directeur général de l'ADAN. Juste après la pause, on quitte les NFT. On va dans le monde du jeu vidéo découvrir un format de pub intégré dans les jeux.